outils réglementaires. Donc, le premier et le plus ancien, les sites classés et inscrits. Donc 1906, vraiment l'idée principale, c'est de protéger des monuments. Et c'est vraiment l'image. C'est le volet artistique, culturel, scientifique, légendaire, pittoresque. Notamment les sites majeurs en Deux-Sèvres, c'est les cascades. Donc connaissez-vous les deux cascades du département? On a des cascades. Puy d'Enfer. Et puis l'autre en haut, là. Ouais. Et Pommier. Donc vallée du Pressoir, près de Thouars. Donc le Puy d'Enfer qui est plutôt une cascade à étage et assez étalée. Et la cascade du Pommier qui serait presque notre Niagara à nous. Ah, on est en Deux-Sèvres, on se focalise. Ça fera plaisir à Didier que j'ai dit ça. Donc voilà, on protège une image, un site, et donc dans les années 2000, les sites majeurs en chaos granitique, en Chiron, ont également été protégés, sur impulsion de la communauté de communes du Thouarset, parce qu'on a la chance en Deux-Sèvres d'avoir le référent régional en connaissance et protection du patrimoine géologique. Donc dans les sites en Deux-Sèvres, on a le marais mouillé Poitevin, pareil, c'est une image carte postale, des conches, des prairies, des arbres têtards. C'est pas que ça, mais à l'époque c'était déjà ça. Donc les fameuses cascades, les chaos et sites rocheux majeurs du département, les mines de Loubeau. On a eu un arbre remarquable qui a été classé, c'est celui de Marigny. Certains connaissent peut-être un chêne vert, si je ne dis pas de bêtises. Et on a les vallées les plus encaissées, les plus abruptes, parce qu'on est en manque de relief, vallée de l'Argenton, vallée du Touet-à-Thouars, quelques étangs. Donc les avantages de cet outil-là, donc déjà c'est une opération historique, il fallait un point de lancement. Ça constitue une vraie mise sous cloche du site. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un site classé ou inscrit, toute activité est réglementée. On ne peut pas couper un arbre sans demander une autorisation préfectorale, etc. Donc c'est vraiment protéger l'image qu'on a du milieu. Ça peut permettre la mise en œuvre d'opérations, ce qu'on appelle des opérations grand site, c'est un outil financier. Il y en a 8 en Nouvelle-Aquitaine, dont un spécifique au marais Poitevin. Donc, on a l'image du marais Poitevin, mais pour que ça perdure, il faut des outils financiers, il faut des actions. Le fait qu'on ait des cascades, par exemple, ça a été le point de départ de la création d'espaces naturels sensibles. Donc, je vous en parlerai après, c'est des espaces naturels gérés par des collectivités, sur lesquels on l'aménage, et on fait en sorte de faire découvrir ce patrimoine naturel. Les inconvénients, c'est que, voilà, c'est vraiment une image d'un site. On ne se préoccupe pas de biodiversité ni de milieu. C'est juste un visuel, une photo. C'est un outil qui est très lourd réglementairement. Et donc pas de moyens affectés pour la gestion. Ça reviendra souvent. Oui. Les perspectives en Deux-Sèvres, le but c'était vraiment à chaque fois, ça aura à peu près cette structure-là à chaque fois, c'est de voir aussi voilà, le bilan au bout de 20, 30, 50 ans, un siècle, j'étais pas là quand ça s'est mis en place, mais aussi de se projeter sur voilà, quelle perspective. Deux-Sèvres Nature Environnement a réalisé le 2e inventaire des arbres remarquables du département. Donc pareil, on a fait un catalogue. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? On a perdu des arbres entre l'inventaire de 2000 et l'inventaire de 2018. Et le collègue Stéphane a mis en place une façon de prioriser les arbres entre eux et de voir quels étaient ceux qui étaient remarquables de niveau national. Parce que si tout le monde autour de la table, je pense qu'on a chacun notre définition de l'arbre remarquable et on ne mettra pas le même arbre en face. Mais il y a des arbres qui sont particulièrement remarquables au niveau national. Enfin régional voire national, dans les sites les plus connus, la Talla Tortue à Celles-sur-Belle, le pigeonnier de Besleuf, donc un chêne qui a poussé au milieu d'un pigeonnier, et qui est un site vraiment magnifique. On a le chêne de Robert Le Chouin également. Donc l'idée, c'est vraiment de contacter les propriétaires, c'est ce que fait actuellement l'administration suite à nos inventaires, pour leur demander s'ils sont d'accord pour effectuer cette mise sous cloche et protéger leur arbre. Donc il y aura entre 3 et 6 arbres certainement classés sur le département. Toute la description de ces sites, et avec une approche paysagère d'ailleurs très détaillée, est en ligne sur les sites internet. Si vous cherchez sites classés inscrits en Deux-Sèvres, on a un inspecteur des sites en Deux-Sèvres qui a fait un excellent boulot et est très important depuis longtemps, monsieur Sylvain Provost. Sur un site, sur quel site on peut les trouver? Alors j'ai sur le... Je ne sais plus si c'est à la fin, j'ai dû mettre peut-être les références. J'espère que c'est dans les slides que j'ai imprimés. Ça va être le site de la DREAL.
DREAL Nouvelle-Aquitaine. DREAL, ça veut dire Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement du territoire et du logement. Mais en gros, je pense que si on tape site classé en Deux-Sèvres, à mon avis, on trouve l'information. Et on a les deux catalogues et c'est vraiment très très intéressant à lire. Et c'est très pédagogique. Les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, c'est le premier outil qu'a utilisé Deux-Sèvres Nature Environnement pour les sites à chauve-souris, en particulier, donc notamment les mines de Louveau, donc en haut à droite, les anciennes mines d'argent des Rois-Francs qui sont au niveau de la station d'épuration de Mel. Le petit château d'eau qui ressemble enfin à quelque chose suite aux travaux, la citerne à eau de Saint-Ouen, qui était partiellement effondrée, qui vient juste d'être fini d'être restaurée, et là on a l'état final. Ça a également été déployé, alors pas par Deux-Sèvres Nature Environnement, sur le Marais Poitevin, donc encore une fois pour la Venise verte. Alors pareil, c'est presque 2 causeries qu'il faudrait faire pour présenter le millefeuille administratif et réglementaire du Marais Poitevin. C'est quelque chose de conséquent, et même moi des fois je crois que j'y perds mon latin. Donc Puis chacun a sa perception des choses. Les outils se complètent, voire des fois se répètent, ou s'annulent, je ne sais pas. Il y a des moments où c'est compliqué. Par contre, un site qui était majeur en termes d'arrêté de protection de biotope sur le Marais Poitevin, c'est l'image en haut à gauche, c'est la tourbière de Bourdet-à-Muret. Pourquoi c'est un site majeur de la protection de l'environnement de Sèvres? En fait, les associations de protection de la nature ont obtenu que cette tourbière-là, qui est une des zones humides les plus humides du Marais Poitevin, qui est le long de la vallée de la Courance, soit protégée par le préfet. Et les associations, 20 ou 30 ans après, ont attaqué le préfet des Deux-Sèvres, puisque les arrêtés de prélèvement d'eau n'étaient pas compatibles avec la conservation de la tourbière qu'il avait lui-même protégée par arrêté de biotope. Donc en fait, on utilise les textes de loi et on dit, monsieur le préfet, vous avez protégé le site, vous prenez des arrêtés récents, ils ne sont pas compatibles, et il a perdu à chaque fois quand il a été attaqué sur le sujet. Ça crée une jurisprudence et ça met la pression à la préfecture sur la gestion quantitative de l'eau. Donc tout ça, c'est des cheminements. Voilà. Il y a eu l'un des derniers arrêtés de biotope du département, ça a été la création de celui sur la préservation des arbres têtards du Marais Poitevin, puisqu'il y a des démarchages assez forts de certains commerçants de bois qui s'intéressent aux arbres têtards pour faire de la loupe pour les voitures de luxe. Et ça crée des massacres importants en Gâtine et sur les Marais Poitevin. Et ils avaient toutes les cartes des zonages des espaces protégés. Ils allaient toujours en limite et ils abattaient toujours en limite. Et du coup, en plus, ils arnaquaient totalement les agriculteurs et ce patrimoine-là n'était pas renouvelé, au passage, forcément. À l'origine, cet arrêté Fresnes-Tétart devait couvrir tout le département. Une grosse levée de bouclier. Réglementairement, c'était assez bancal. Donc du coup, ça s'est rebattu sur le Marais Poitevin. On a le lac du Cébron qui est en arrêté de biotope. La vallée du Magnerolles qui est la tache orange là, du côté de Saint-Mexan. Donc c'est un bassin versant, c'était la population la plus importante du Poitou-Charentes pour les crevisses à pattes blanches. Donc ils ont protégé le bassin versant pour protéger la qualité de l'eau et la conservation de l'espèce. Vous voyez là, on est déjà sur un outil qui protège les milieux et les espèces, contrairement aux sites classés. On a quand même 4600 hectares classés en Poitou-Charentes et la moitié en Deux-Sèvres. L'autre moitié est quasiment qu'en Charente-Maritime, soit les marais littoraux et globalement la façade littorale. Il faut savoir qu'il y aurait pu avoir plus d'arrêtés de biotope. On en avait proposé quelques autres à Deux-Sèvres Nature, mais ils n'ont pas toujours été acceptés. Par exemple, ceux qui connaissent un peu le Mélois, à Périgny, il y a un communal, il y a 40 ans. C'était une zone humide, inondable, magnifique, avec du ral des genêts, des gracioles officinales, des fritillaires, du frais naturel de brochet. Maintenant, c'est un énorme champ de maïs avec un drain au milieu. Et pourtant, ce sont des terrains communaux, en zone inondable, en amont de zone de captage d'eau potable. On a eu peur lors du remembrement, en l'occurrence à la SNAT à l'époque avec Gaston et d'autres. Et l'objectif c'était de mettre un arrêté de biotope avant que le site soit mis en culture. Malheureusement, il a forcément été refusé puisqu'il y avait une pression agricole pour cultiver les terrains. Après, on ne désespère pas. On y arrivera peut-être un jour à le restaurer. Oui, on peut facilement, Nicolas, restaurer ce milieu. Je parle pour Périgny, par exemple. On peut réennoyer le milieu, le remettre en prairie tel qu'il était. Après, les espèces qu'on a perdues, certaines on ne les retrouvera pas. On avait du sonore à ventre jaune, avant qu'ils reviennent là-bas, c'est pas possible. Le ral des genêts, vu la dynamique nationale, comme il a perdu les 2 tiers de ses zones humides, c'est pas possible. Mais certaines espèces reviendront certainement. Donc les arrêtés de biotope, ça remonte fin des années 70.
C'est surtout mis en place par l'Adréal, la préfecture, j'aurais pu rajouter. Voilà, le concept, c'est protéger un habitat naturel ou un biotope abritant une ou plusieurs espèces animales ou végétales, sauvages et protégées. Donc on y reviendra après sur le classement en espèces protégées. Mais là, on avait une application concrète de ces textes de loi. Concrètement, si on a le retour de la loutre en Deux-Sèvres et qui est présente partout sur le département, c'est qu'à un moment, la loi de 1976 a interdit de la chasser. Elle a été chassée pour la fourrure. Et du coup, la population a pu se refaire tranquillement et recoloniser tous les cours d'eau. Donc le principe, c'est une protection intégrale. On est encore sur le concept de mise sous cloche. D'ailleurs, les premiers outils de protection de la nature, ça a vraiment été ce concept-là de mise sous cloche. Et ça nous a suivi après. Ça a suivi toute la politique environnementale de l'administration et des collectivités, toujours avec cette peur qu'on ne fasse que des outils de mise sous cloche et pas d'outils de gestion. C'était notamment le cas pour Natura 2000. On avait un préfet des Deux-Sèvres qui disait « Mais Natura 2000, vous inquiétez pas, ce ne sera pas des réserves d'Indiens. » C'était un peu le concept de mise sous cloche à lui. Donc voilà, pareil, aucun travaux autorisés. C'était un véritable outil opérationnel derrière un outil qui existait, qui a commencé à exister dans les années 80. C'est les ZNIEF. Qui connaît les ZNIEF? Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Bravo, vous aurez une image à la fin de la soirée. Donc une ZNIEF, en fait, c'est les associations début des années 80 commençaient déjà à connaître un peu le patrimoine naturel, savaient où il y avait des stations remarquables, et disaient au Muséum d'histoire naturelle, ça c'est... Dans ce périmètre-là, on a telle et telle espèce intéressante. Mais du coup, ça avait valeur que d'inventaire. S'il y a un projet d'autoroute qui passait dessus, la ZNIEF, par contre, le fait qu'il y ait ce zonage qui soit reconnu comme un site et que le muséum l'accrédite, ça donnait un poids pour dire après on peut mettre en place un outil réglementaire de protection. Donc l'inconvénient, c'est qu'il faut l'accord de tous les propriétaires. Il y aurait des syndicats de propriétaires, ils nous diraient encore heureusement, mais c'est vrai qu'il y a des fois où l'intérêt général, voilà, il est là. Et donc encore une fois, pas de moyens affectés pour la gestion. Dans les perspectives, le Grenelle de l'environnement, qui a été une grande étape de refonte des textes de loi, il y a eu plus de 250 textes de loi suite au Grenelle de l'environnement, avait prévu d'avoir une stratégie de création d'aires protégées. Actuellement, en France, je crois qu'on est à 1,25% d'aires protégées, et l'objectif, c'était au moins d'atteindre 2%. On n'est pas dans des objectifs de folie non plus. Hein. Ça n'a pas décollé. Voire même, en réfléchissant à la SCAP, certains acteurs ont détruit les sites avant qu'ils soient protégés, parce que maintenant, c'est une nouvelle technique d'évitement. Avant qu'il y ait une étude d'impact, on comble la mare, et puis comme ça, on ne voit pas la mare lors de l'étude d'impact. Maintenant, c'est un peu plus surveillé par l'administration quand même, qui connaît la principe. Ce que j'évoque dans les avantages, c'est qu'il y a des dérogations possibles pour les comptages. Il y a eu également des dérogations possibles pour la gestion. Par exemple, les grottes de Loubeau, enfin les mines argentifères de Loubeau. Donc vous voyez, dans le contexte paysager dans lequel c'est pas non plus quelque chose qui apparaît comme un espace naturel majeur. Eh bien, c'est le principal site d'hibernation des chauves-souris en Deux-Sèvres, avec jusqu'à 200-250 grands rhinolophes en hiver. Donc en chauve-souris, c'est l'image qu'on a de la chauve-souris, une bestiole suspendue, la tête en bas et enveloppée dans ses ailes. Grâce à l'arrêté de biotope, on a justifié que c'était un site majeur. L'administration a payé des grilles pour éviter les intrusions sauvages, typiquement la spéléo sauvage en période d'hibernation des chauves-souris. Quand on réveille une chauve-souris, on consomme 60 jours de réserve de graisse. Donc vous imaginez, il suffit que l'hiver soit rude, les espèces ne survivent pas l'hiver. Ou qu'il y a 3 dérangements dans l'hiver, là c'est sûr, la colonie peut y passer. Bon, sachant que c'est déjà dans un périmètre qui est clôturé pour la station d'assainissement, mais il fallait au moins ça en complément. Sur le Cébron, qui est presque l'un des plus grands sites, là je vous ai mis des extraits de l'arrêté préfectoral. Voilà, c'est dit, on met un arrêté de biotope, c'est pour protéger les oiseaux. Donc, oiseaux d'eau, mais on a aussi le dictnem, notamment la sterne. On met en place des dérogations, parce qu'il y a une vie autour du site, donc accéder au site... non, ça c'est l'interdiction, pardon. Il est interdit d'accéder au site la nuit, d'accéder au rivage, mettre à l'eau... d'accéder à l'eau par quelque moyen que ce soit, sauf dérogation prévue, de cueillir, d'arracher des végétaux, etc. Donc il y en a une dizaine comme ça.
Et puis après, il y a les dérogations, parce qu'il faut prendre en compte les usages. Il y a une mise sous cloche, mais il y a quand même des usages autour de ces milieux-là. Donc voilà. Voilà pour les arrêtés de biotope. J'espère que je ne vais pas trop vite, parce que j'ai tendance à... Et après, j'ai peur aussi de vous lâcher qu'à minuit, comme je le disais tout à l'heure. Les réserves naturelles, c'est le premier vrai outil réglementaire de gestion et de préservation des sites. Les réserves naturelles nationales, ça a été créé en 1957, mais réellement mis en œuvre avec la loi de 1976. Actuellement, on en a quand même 167 en France, pour 481 000 hectares. Et l'administration a triché un peu, on a mis les 6,7 millions d'hectares des terres australes en réserve naturelle. Donc je les ai mis à part parce que ça montrait que quand même on était balèze. À l'échelle métropolitaine, voilà, et des dom-toms hors taf, voilà, on est déjà 480 000 hectares, c'est déjà pas mal. Les réserves naturelles régionales, qui font suite aux réserves naturelles volontaires de 1976, ont été mises en place en 2002. Voilà, donc c'est des territoires où il y a une biodiversité exceptionnelle qui nécessite d'y mettre en place une réglementation pour limiter les impacts et de mettre en place une gestion pour la préserver, avec autorisation des propriétaires. Donc l'ADREAL, le ministère de l'écologie, c'est lui qui met en place les réserves naturelles nationales, et les réserves naturelles régionales, c'est le conseil régional. Les principaux acteurs en Deux-Sèvres, ça a été la communauté de communes du Thouarcet et Deux-Sèvres Nature Environnement, puisque la Comcom du Thouarcet a créé la seule réserve naturelle nationale du département, qui se trouvait, et je l'ai redécouvert en préparant le diaporama, la plus petite de France. Pour une réserve naturelle, des réserves naturelles, en général, on est sur des dizaines, voire des centaines d'hectares. Là, on a 0,6 hectares. Donc en gros, c'est l'image qu'on a sur le visuel. La réserve naturelle du Thouarcien, c'est... La majorité des gens diraient c'est une carrière qui a été abandonnée. Non, c'est un front de taille sur lequel on a un... Alors, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais des stratotypes de référence, donc des coupes géologiques de référence pour décrire un étage géologique. Et voilà. Deux-Sèvres Nature Environnement, on a créé avec 11 propriétaires, maintenant ils sont 14, la première réserve naturelle régionale du département. C'est le bocage des Antonins, à Saint-Marc-la-Lande. Donc en plus, qui a une histoire, qui a un passé historique et culturel qui est très très fort avec l'ordre religieux des Antonins, mais aussi la famille Verrière de Littardière. Donc ça a été créé en 2015, c'est que 22 hectares, mais c'est déjà pas mal. Et ce qui est un acte fort pour nous, c'est qu'on a mis en avant que le bocage était un espace de nature extraordinaire. Et ça, c'était pas gagné, puisque pour la majorité des personnes, c'est de la nature ordinaire, banale. Donc en fait, on ne peut ne pas s'en soucier. Je vous montrerai tout à l'heure une carte de la densité bocagère à l'échelle nationale. Les Deux-Sèvres, on est pas mal placé, on a une responsabilité vis-à-vis de ça. Et ce bocage a été créé par les éleveurs. Voilà. Il n'est pas naturel du tout. Alors oui, il y a le terme espace naturel que je vais utiliser. En France, on met des gros guillemets espace naturel, on se convainc que c'est des espaces naturels, mais il n'y a plus d'espace naturel en France. On est sur la logique, voudrait qu'on dise sémantiquement des espaces semi-naturels. Mais bon, on se rassure comme on peut. Et puis la nature, de toute façon, elle aura toujours raison, donc elle récupérera ses droits. Les avantages, donc c'est un outil opérationnel. En plus, avec le volet réglementaire, on a une police spécifique. Donc soit la RNR qu'on gère. On a un collègue, Alexandre Boissineau, il a eu la chance et le privilège de suivre un stage de commissionnement pendant 2 mois à manger des textes juridiques. Il a un uniforme de police de la nature et il peut dresser des procès-verbaux. Après, dans l'exercice de la police de la nature qu'on a sur la réserve naturelle, on fait de la pédagogie et de l'information au préalable avant de dresser un PV. Je pense qu'on ne va pas mettre un PV tout de suite. D'autant que les habitants de Saint-Marc connaissent bien le site et on a quand même mis beaucoup de signalétique en place. Il y a des moyens financiers, surtout pour l'outil régional. Forcément, l'outil national dépend des fonds ministériels. Disponibles pour la gestion. Pour donner un ordre d'idée, on est entre 80 et 100 000 euros de budget annuel pour gérer le site du bocage des Antonins. Ça peut paraître beaucoup, mais quand vous restaurez un étang de 2 hectares, quand vous remettez à plat toute la gestion des haies, quand vous faites des missions de recherche, de suivi biologique, de pédagogie, de création de support, ça passe très vite. Ça constitue des points d'appui pour d'autres politiques. Typiquement, le fait que la Comcom du Thouarcet ait créé une réserve naturelle du Thouarcien,
Ça a permis après à M. Poncet, qui est responsable du service, de créer aussi des espaces naturels sensibles, on en parlera après, notamment la cascade du Pressoir, autour de la cascade du Pressoir. La réserve naturelle du Bocage des Antonins sert de point d'appui au pays de Gâtine pour le projet de parc naturel régional de Gâtine-Poitevine. Pareil, je vous en parlerai après, je pense que vous en entendez peut-être un peu parler dans la presse de ce projet-là. Et du coup, j'évoquais un message donné sur la préservation d'espaces comme le bocage, puisque ce bocage, on le gère avec les agriculteurs. Il est hors de question, il a été créé par les agriculteurs, on se voyait mal le gérer sans agriculteurs. Malgré le décès des 2 agriculteurs historiques du site avec qui on a créé la réserve et qui ont toujours préservé le milieu, Michel et Marie-Hélène, suite à leur décès, on a trouvé des jeunes, et c'était leur souhait le plus cher, parce qu'ils arrivaient à l'âge de la retraite. On a trouvé 2 jeunes agriculteurs qui ont pris la suite. Donc ça, c'est une histoire humaine qui continue aussi et collective. Les inconvénients, donc c'est un outil lourd qui nécessite un important investissement humain et financier. Nous, c'est un poste salarié. L'absence de moyens de l'État pour le développement des réserves naturelles nationales, malgré ce que j'évoquais tout à l'heure sur le Grenelle. Et les perspectives. Donc, je vais vous donner de l'info de première bourre. Les réserves naturelles nationales, il y a un souhait, il y a un projet qui avance tranquillement de création d'une réserve naturelle multisite sur les sites majeurs géologiques, notamment suite à l'impulsion aussi de ce qui s'est fait sur le Thouarcien. Donc je ne peux pas vous donner des sites, ils ne sont pas actés. J'en connais quelques-uns, mais bon, du coup, c'est dans les tuyaux. Mais sur les Deux-Sèvres. Sur les Deux-Sèvres, ouais. D'accord. Donc sur les sites géologiques majeurs. D'ailleurs, l'an prochain, en octobre, je ne pense pas que vous avez votre agenda d'octobre, il y aura une causerie spécifique organisée par Didier Poncet sur l'inventaire régional du patrimoine géologique et quels sont les sites majeurs du département. Et je pense que vous aurez le début de la réponse. Je ne devrais peut-être pas le dire. Bon, bref. Réserve naturelle régionale. Donc c'est un outil où il y a des moyens financiers, donc c'est plus facile de convaincre aussi de s'y mettre. L'objectif, la région Nouvelle-Aquitaine est très volontariste sur le sujet. Il souhaite en créer 6 en Poitou-Charentes d'ici 2021 et 20 à moyen terme. Actuellement, on impulse très fortement pour créer de nouvelles réserves naturelles régionales. Une à Niort, pas trop de surprise, le marais de Galuchet. Marais de Galuchet, tout le monde visualise à peu près à Niort. Est-ce que vous voyez le pôle universitaire de Niort? Eh bien, il y a un grand bois, certains qualifieraient de friche, mais nous, c'est un grand bois humide, et c'est la porte d'entrée du marais Poitevin. Réellement, le long de la Sèvre niortaise, c'est le début du marais Poitevin qui est ici. La commune a déjà acheté 80% du foncier, a acheté un bout du marais de la Plante, donc du marais pâturé juste après, est propriétaire d'un bout de la ferme de Chais, du bois de la Roussille, donc là on arrive à l'écluse de la Roussille et la Tifardière. Restaurant, peut-être en point de repère, on est en France, un restaurant c'est bon comme point de repère. Et éventuellement, l'autre grand marais niortais, c'est le marais de Saint-Rémy. Donc voilà une réflexion à cette échelle-là. La ville semble intéressée par ce projet, d'autant que ça constituerait des moyens financiers pour gérer ce site qu'ils ont de toute façon en main. Et un autre prioritaire qui est également à l'étude, donc là par contre je ne vous dirai pas où c'est. Je travaille avec les services, donc on va y aller tranquillement, les élus ne sont même pas encore au courant. Donc, Ils dorment encore. Ils se préparent à la suite, on va dire plutôt. Donc voilà pour les réserves naturelles. Donc on ne pensait pas un jour qu'on aurait des réserves naturelles, enfin beaucoup de réserves naturelles en Deux-Sèvres. Hein. Quand on dézoome un peu, on est quand même sur un territoire qui est très dégradé, où il y a très peu d'espace naturel. Mais en fait, quand on cherche, on peut en mettre. Un autre outil, plutôt forêt. Pareil, hein, les forêts en Deux-Sèvres, c'est presque un concept. On est un des départements les moins boisés de France. Il se trouve que, malgré tout, a été créée en Deux-Sèvres une réserve biologique intégrale sur la forêt de Chizé, qui constitue la plus grande RBI forestière de plaine. On n'est pas en montagne, de France. Et c'est la plus grande réserve biologique intégrale clôturée de l'ouest de l'Europe. Bon, ça, je ne sais pas s'il faut s'en vanter, mais en tout cas, c'est le cas. Donc on a 2600 hectares qui ont été classés en 2006. Donc c'est quand même une grande enceinte forestière. Ce qui a peut-être aidé à choisir ça, c'est qu'on est sur un secteur qui ne produit pas beaucoup de bois et qui a été mis complètement à terre avec la tempête de 99. Mais il y avait réellement une dynamique locale de l'ONF pour protéger cet espace-là, mais tout cumulé a peut-être créé la dynamique. En plus, c'est le lieu d'implantation du CNRS, donc c'est un lieu de recherche majeur du département et national. Donc les objectifs, en fait, voilà, pareil, on est sur une mise sous cloche, toute activité y est réglementée.
Ils ont juste mis une petite dérogation sur les chemins, parce que si les arbres tombent, les recherches scientifiques ne peuvent plus se faire. Et il y avait une plaine cultivée au milieu de la forêt de Chizé. Si vous regardez une photo aérienne, il y a une petite enclave de 20-30 hectares qui correspond à un champ et qui est maintenant en prairie. Et du coup, il faut la gérer, cette prairie, donc il y a une dérogation pour ça. Donc, comme on est sur une mise sous cloche, il n'y a pas de gestion. Ce qui nous a posé problème au niveau de Deux-Sèvres Nature, puisqu'ils ont décidé, par exemple, de ne plus entretenir la moitié des chemins du site, des allées forestières. Qui dit allée forestière, dit banquette herbeuse, dit zone de déplacement pour les papillons et zone de reproduction également. Donc on est partenaire aussi de la réserve biologique intégrale de Chizé. Alors, il y a de temps en temps des sorties pour entrer dedans, mais c'est quand même plutôt des actions très ponctuelles de pédagogie. Mais historiquement, c'est le camp américain. Oui, c'est le camp américain. Oui, c'est ça, oui. D'où le fait qu'il y a le mythe du raton laveur Qui décloue. de la forêt de Chizé. Sans parler du puma, mais ça c'est encore une autre histoire. Il prolifère, j'espère. A priori, le raton laveur, il n'a pas été revu. Et Non, mais le puma. il n'a jamais été revu non plus. On a plus de chance avec les loups qu'ils arrivent à se reproduire en plus aux Odyssées, Ouais. avec un peu de chance des ours aussi. Oui. Mais là, on ne chasse pas dehors, si, on chasse. La chasse est interdite. Bonne question. Je ne crois pas qu'elle soit autorisée. Par contre, il y a des campagnes de prélèvement et de suivi. Le prélèvement, Ouais. de capture de gibier. Oui. Il faut savoir que c'est un site qu'on n'aime pas du tout inventorier à Deux-Sèvres Nature, puisque la dernière fois que j'ai fait un inventaire papillon là-bas, j'avais une centaine de tiques sur le pantalon à la fin de l'inventaire. On a une densité importante de chevreuils sangliers, donc forcément les tiques sont ultra présents. Donc autant dire que le pantalon, on l'enlève très vite, on le met dans la machine à laver, parce que faut vraiment être vigilant sur la maladie de Lyme. Quelque chose d'assez récent avec la loi sur l'eau, les zones humides. Alors, malheureusement, comme les pelouses sèches, on en a perdu les 2 tiers en France au cours du XXe siècle. Essentiellement drainage, mise en culture, mais aussi urbanisation. Il y a eu des zones urbanisées sur zones humides, ce qui a d'ailleurs valu des surprises à chaque grande étape d'inondation. Donc une zone humide, c'est pas forcément une zone inondable. Une zone humide, c'est selon la végétation qui est typique d'une zone humide et si on trouve des traces d'hygromorphie dans le relevé topographique du sol. C'est-à-dire qu'on a des zones inondables qui, à force d'être cultivées, ne sont plus vraiment des zones humides. Et on a des zones humides qui sont des fois jamais mouillées, mais le sol et la végétation montrent qu'on est sur des zones humides. Donc c'est des textes assez précis qui sont fiables. L'intérêt, c'est que, comme c'est une obligation réglementaire pour tous les documents d'urbanisme, toutes les zones humides, si je ne dis pas de bêtises, des Deux-Sèvres, peut-être pas à l'échelle du Mélois, il manque peut-être le Mélois. Elles ont toutes été inventoriées à l'échelle communale, via des prospections de naturalistes. Là, par exemple, ça doit être la carte de Beaulieu sous Parthenay. Je mets un peu de gâtine comme dans mes diapos. Où là, toutes les zones colorées, à part la zone orange, ce sont les zones humides de la commune. Pour travailler là-dessus. Moi, ce qui me gêne, c'est que quand il y a eu on appelait ça les clés, enfin les conseils Commission locale de l'eau. Voilà. En fin de compte, c'est que les agris, c'est-à-dire pas forcément les propriétaires terriens qui étaient conviés, mais uniquement les agris. Donc, beaucoup de zones humides sont passées à l'as quand même. Enfin, moi qui habite sur une commune qui est... Voilà. Pas mal de zones humides, et nous, on a demandé au commissaire enquêteur lors du plan local urbanisme intercommunautaire que, par exemple, mes terrains soient répertoriés. Parce qu'on savait, nous, le terme berlière, c'était le cresson d'eau, enfin, c'est la berle, et donc forcément, ça pouvait être que humide. Et donc, il y a eu les carottages, etc. Donc, je me dis qu'on n'a peut-être pas tout bien recensé. Donc, pas forcément... L'inventaire, on ne le prend pas non plus comme un inventaire complet. À chaque fois qu'il y avait un inventaire communal, en fait, la démarche, c'était un syndicat de rivière, une collectivité qui l'apportait. Il constitue un groupe d'acteurs locaux. Donc tous les agriculteurs en général sont conviés parce que c'est eux qui utilisent la majorité de l'espace. C'est compliqué de contacter tous les propriétaires. Normalement, il y a une obligation de communication de la part de la commune vis-à-vis des habitants. Il y a des réunions de terrain pour s'approprier l'enjeu zone humide parce qu'il y avait aussi un fantasme, il ne s'agissait pas non plus que des zones humides soient supprimées avant l'inventaire pour être sûr que ce ne soit pas inventorié. Il y a des logiciels, il y a deux traitements cartographiques à l'échelle nationale qui ont, comment dire ça,
prélocaliser toutes les zones humides, là où logiquement tout était toutes les zones humides, donc le long des cours d'eau, dès qu'il y avait des dépressions topographiques, etc. Donc logiquement, ils passaient partout. Par contre, il y a des fois des trous d'eau, des mares sous forêt que seuls les agriculteurs connaissent en général. Et du coup, l'objectif, c'était de récupérer ces petites zones-là et de leur faire approprier la démarche. L'une des limites aussi, typiquement la grosse patate orange au milieu de Beaulieu, c'est la forêt de la Meilleraie, puisqu'il y a des propriétaires qui ont refusé l'accès sur ces inventaires. Donc là, c'est un parc de chasse clôturé, en l'occurrence. Et il y a des propriétaires privés qui ne voulaient pas que ce soit classé et avoir des contraintes. Pour autant, une zone où il n'y a pas eu d'inventaire, l'administration, pour elle, ça veut dire potentiellement une zone humide, donc elle y sera de toute façon toujours vigilante. Normalement, c'est dans l'ordre des choses. Donc même sur des zones qui peuvent être classées en zone constructive, si les propriétaires ont refusé les carottages, etc., lors du PLUI, on peut, nous, dire, attendez, là, il n'y a pas eu quand même... Il faudrait vérifier au niveau réglementaire. Je suis pas un... Non. Il me manque un Jean-Michel Amiot là, dans la salle pour te répondre précisément. Là, je ne connais pas tous les textes de loi. Mais ça vaut le coup de le creuser en tout cas. Normalement, Mais ce concrètement, sera trop facile sinon. Ben, c'est bien pour ça. Ouais. Mais concrètement, ça se traduit comment? Pour les occupants du terrain ou les exploitants du terrain, ça se concrétise comment? Qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire, quoi? Je veux dire, c'est un inventaire. Ils ne peuvent pas, légalement parlant, ils ne peuvent pas retourner une prairie pour la drainer et la mettre en culture. Après, j'ai des contre-exemples, j'en ai quelques-uns des contre-exemples. Et sur des sites très visibles d'agriculteurs qui étaient sur les réunions. Alors après, il ne faut pas systématiser, il y a eu des cas ponctuels. Mais on part du principe aussi qu'à partir du moment où il y a un travail de terrain, il y a un travail pédagogique, il y a une appropriation de l'enjeu, donc on limite aussi tout risque de dégradation. Pareil, il y a je parle des agris, mais j'ai une commune en particulier, ça fait 15 ans qu'on la suit de près, parce qu'elle ne souhaite qu'une chose, c'est acheter une zone humide dans le bourg pour en faire un parking. Sauf que faire un parking sur une zone humide, c'est un non-sens total. Voilà. Normalement, on ne peut pas les mettre en culture, on ne peut pas les combler, les détériorer ou les urbaniser. Avec un biais, c'est qu'il faut que ça fasse plus de 1000 m². Pour être généralement. On avait fait un signalement dans le Bressuirais sur un remblaiement en cours sur une zone humide. On avait fait un courrier à la commune avec accusé de réception et ils ont su nous dire écoutez, ça fait moins de 1000 m². Puis accessoirement, quand vous avez fait la photo, vous étiez sur propriété privée. Nous, on pouvait se défendre là-dessus parce qu'il n'y avait pas de clôture et il n'y avait pas de panneau interdisant l'accès. Donc c'était une façon de nous retourner un peu le sujet, mais on a montré qu'on était vigilants sur le territoire. Donc voilà. Donc on a entre 10 et 300 ou 400 hectares de zone humide par commune. Donc ça peut représenter des volumes assez conséquents. Une étape certainement à terme sera de regarder ces zones humides parce qu'elles ont été caractérisées au niveau végétation et peut-être de voir quels sont les grands patchs et comment est-ce qu'on les préserve. Et j'en parlais encore ce midi avec un responsable de syndicat de rivière. Ça présente un biais, tout peut toujours être détourné. Et c'est malheureusement souvent le cas quand il y a des bonnes idées, quand elles sont généralisées, c'est détourné. Pareil, je ne vais pas déraper. À partir du moment où on priorise des zones humides, ça veut dire que les autres sont moins prioritaires. Donc on peut peut-être les détruire. Donc comment est-ce qu'on se prévaut de ça en fait? Toujours pareil, il faut se... Mais est-ce qu'on peut... comment dire? L'inventaire, il a eu lieu sur une commune. Oui. Mais il y a des choses qui ont été oubliées ou pas prises en compte. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Est-ce qu'on peut dire, je ne sais pas, qui est responsable? Je pense que dès qu'il y a, par exemple, reconduction d'un plan local d'urbanisme, on peut bien dire, attention, je pense. Oui, oui. Ben, en plus, tous ces inventaires ont été faits par des bureaux d'études, très rarement par les techniciens de syndicats de rivière. Et on sait comment sont attribués les marchés, hein. C'est les moins 10 ans financièrement, donc potentiellement les moins 10 ans techniquement aussi. Soit la réserve naturelle qu'on gère. Quand ils ont fait l'inventaire à Saint-Marc-la-Lande, il y avait de mémoire 20% du site qui était classé en zone humide, sauf que nous on avait fait un inventaire de flore et de végétation, et nous quand on a regardé les textes de loi, on avait 70% en zone humide. On l'a signalé, 70% du site est reconnu comme zone humide lors de l'inventaire communal. C'est au cabinet qui fait l'inventaire de signaler, de prendre contact avec. Ouais. Ou de produire un inventaire sur la zone que vous souhaitez faire reconnaître, qui au niveau pédologique ou végétation montre que ça rejoint l'arrêté de description des zones humides.
Typiquement, des prairies à joncs, de mémoire, elles sont quasiment toutes en zone humide. Les prairies à fritillaires, forcément des cressonnières. Oui, voilà, mais par exemple, moi j'ai des moutons qui packagent, et bien quand je leur ai dit non, là c'est vraiment de la zone humide, enfin, etc. Parce que le carottage, à un endroit donné, ne donnait pas ça, ils ne voulaient vraiment pas. Donc il a fallu vraiment insister en disant non, mais D'accord. j'ai des joncs, quoi. Enfin, je veux dire, bon, les brebis les aiment, mais C'est surprenant pour des brebis d'aimer les joncs d'ailleurs. c'est des solognottes. Ah oui, c'est pour ça. Ouais, c'est une race très rustique. Ouais. Exactement. Ouais. L'idéal, c'est d'avoir un inventaire contradictoire à prouver en face. D'accord. Et un document d'urbanisme, ils font bien des avenants pour dès qu'il y a des changements de zonage. Donc je suppose qu'un changement de zonage de zone humide, c'est aussi faisable.